Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, est en tournée dans le district du Woroba. Première étape, la ville de Mankono. Tout le Béret s'y a retrouvé hier samedi pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. La mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes reçoit son agrément à Paris, en France. La mutuelle a reçu des mains du ministre Pascal Kouakou Abina. L'offre s'étend des soins de qualité aux frais funéraires. Sa mission en prendre en charge les membres des familles restés en Côte d'Ivoire. Les premiers pèlerins ivoiriens du contingent étatique qui ont accompli le Hajj 2019 en Arabie Saoudite ont regagné Abidjan ce dimanche. 500 personnes étaient à bord de ce premier vol. Selon le commissariat du Hajj, un vol retour est prévu quotidiennement à compter d'aujourd'hui jusqu'au 28 août prochain. C'est l'un des attentats les plus meurtriers depuis le début de l'année en Afghanistan. Au moins 63 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées hier près de Kaboul lors d'un mariage. L'attentat kamikaze a été revendiqué par l'organisation État islamique. Soyez les bienvenus ici RTI1. Nous commençons tout de suite par le district du Woroba, où le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a entamé une tournée. Première étape de sa rencontre avec les populations. La ville de Mankono, le Béret, s'y est retrouvé hier samedi autour du président de l'Assemblée nationale pour rendre hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans la région. Moussa Konati. Le président de l'Assemblée nationale en tournée dans le district du Woroba. Première étape de cette visite, la ville de Mankono, chef-lieu de la région du Béret. Les populations venues des différentes localités félicitent Amadou Soumaoro pour son élection à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Elles expriment leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Nos remerciements et notre reconnaissance vont à l'endroit du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour les grands travaux engagés pour la modernisation de notre réseau routier et pour la confiance qu'il a bien voulu placer en notre fils que vous êtes. Nous ressentons cette confiance en notre fils comme un immense honneur à tout le district du Woroba. Tu quittes Abidjan à 7h avant, jusqu'à 20h, 21h, il y a des moments où vous dormez en route. Mais aujourd'hui, tu sors à Abidjan à 7h30, à 15h, au plus tard, hein, sinon à 14h, vous êtes à Mankono. Nous avons de l'eau, nous avons de l'électricité presque dans tous les villages. 60 ans, Mankono n'avait pas connu de bitume. Il vient de nous donner le bitume. Toutes les régions aujourd'hui, il y a partout l'électricité, l'eau, etc. Les routes sont praticables. Ah non, ça vous dit merci au président. Et puis la promotion des cadres. Une reconnaissance des populations du Béret, saluée par le président de l'Assemblée nationale. Amadou Soumaoro réaffirme son intérêt pour l'union et la solidarité des cadres afin d'accompagner le président de la République dans ses missions en faveur des populations. Beaucoup de nos cadres sont nommés. Nos parents ont tout donné, mais il a fallu l'avènement du président Alassane Ouattara pour que nous soyons récompensés. En moins de 8 ans, le président de la République a repositionné la diplomatie ivoirienne. Cette diplomatie patiente, cette diplomatie modérée, cette diplomatie efficace a repositionné notre pays au centre de la communauté diplomatique et au centre de la communauté financière internationale. Le président Amadou Soumaoro annonce également le bitumage de l'axe Mankono-Séguéla, projet très attendu par les populations dont les travaux sont prévus démarrer les jours à venir. Le président de l'hémicycle ivoirien a appelé à la paix et au rassemblement lors de sa rencontre avec les populations dans le Woroba. Ces dernières sont reconnaissantes au chef de l'État pour toutes ses actions de développement. Je vous propose d'écouter les différentes réactions. C'est une élection qui a amené le président du Conseil de l'Assemblée nationale à ce niveau-là, mais
Il a un soutien, un immense soutien, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Nous lui disons infiniment merci. C'est la manifestation de reconnaissance et la manifestation de gratitude à l'endroit du chef de l'État à travers ce qui vient d'être fait pour le Béret. Parce que nous étions loin d'imaginer qu'un jour, peut-être le responsable de la deuxième institution du pays viendrait de notre région. Et nous allons plus loin en France. La mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes a reçu son agrément des mains du ministre Pascal Kwaku Abina. L'offre s'étend des soins de qualité aux frais funéraires. La mutuelle se donne pour mission d'accompagner la prise en charge médicale des membres des familles restées ici en Côte d'Ivoire. Mamadou Kwasi pour en savoir davantage. Annuellement, ce sont plusieurs centaines de millions de francs CFA qui sont envoyés depuis l'étranger par la diaspora pour subvenir aux frais sanitaires et funéraires des parents. Désormais, une mutuelle est née pour accompagner ces Ivoiriens vivant à l'étranger de mieux suivre l'état de santé de leurs parents. Il s'agit de la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes. À chaque fois qu'on nous appelle, on envoie de l'argent à nos parents et effectivement on se rend compte que nos parents ne sont pas soignés. On a décidé nous-mêmes ici de réfléchir à cela et la voie que nous avons trouvée, c'est de les faire soigner sans question d'argent. Et en même temps, ça nous permet de payer les soins ici et que nos parents aillent à l'hôpital pour se soigner gratuitement. Les Ivoiriens de l'étranger, les Ivoiriens du monde, cotisent entre 5 et 30 euros par mois pour protéger un parent qui est resté au pays, pour le risque d'hospitalisation chirurgicale et médicale. En plus de cela, en cas de décès malheureusement du parent resté au pays, eh bien le diaspora, l'Ivoirien de l'étranger, va avoir un billet d'avion immédiatement, aller-retour, pour aller au pays et pour aller aux obsèques. La mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes bénéficie de l'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire à travers un agrément, lequel agrément a été remis officiellement par le ministre Pascal Kwaku Abina, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Effectivement, ça vient renforcer le système de protection sociale en Côte d'Ivoire. Parce que ces personnes qui cotisent ici et qui ont des bénéficiaires qui sont en Côte d'Ivoire, il va sans dire que le nombre de personnes couvertes par une assurance maladie sera beaucoup plus élevé. Le ministre Pascal Kwaku Abina a saisi l'occasion pour inviter la diaspora ivoirienne à s'intéresser à cette mutuelle qui s'inscrit dans le cadre de la couverture maladie universelle. Avec l'assurance maladie qui va venir, qui va être généralisée, c'est le peuple. Ce sont les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire qui auront la santé et pour impulser le développement, pour aller vers l'émergence, comme le souhaite le président de la République. Je vais lancer l'appel à tous les Ivoiriens de la diaspora de souscrire à cette mutuelle. 230 établissements sanitaires et des pharmacies sont en partenariat avec la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes. Voilà, la santé avant tout et la vie humaine est sacrée. Pour sauver des vies, justement, une caravane nationale sillonne les localités en Côte d'Ivoire pour collecter des poches de sang. C'est une initiative du mouvement Opération Vision 2020. Amadou Gonclubali, le mouvement répond ici à l'appel lancé par le ministère de la Santé. Il y a une pénurie de sang. On note un gap de 70 000 poches de sang par an selon le ministère. La caravane a fait escale à Anyama et à Trècheville. Théodore Zouzou, Clément Boko. Avoir du sang disponible et combler le gap annuel de 70 000 poches de sang en Côte d'Ivoire est la préoccupation des démobilisés, membres du mouvement Opération Vision 2020 Amadou Gonclubali. En cette année d'action sociale, ils veulent contribuer à travers une caravane nationale de dons de sang à la mobilisation pour atteindre l'autosuffisance en sang. En donnant du sang, c'est quand même une action sociale. Ça va permettre aussi de sauver des vies humaines et surtout permettre au Centre national de transfusion sanguine d'être autosuffisant parce qu'il y a un gros problème de manque de sang. Aujourd'hui, Dieu merci, la Côte d'Ivoire a gagné la bataille du sang propre. Maintenant, il lui faut gagner la bataille du manque de sang. Ça ne peut pas se faire si chacun de nous n'accompagne pas. Les démobilisés ont répondu nombreux à l'appel du mouvement Opération Vision 2020. Je donne mon sang pour sauver la vie des êtres humains.
Une mobilisation qui réjouit le personnel du Centre national de transfusion sanguine et la représentante du maire du Trècheville. À présent, nous sommes à 68 poches. Il n'y a qu'une poche de sang, ça sauve une vie. Donc à 68 poches, on peut dire que l'engouement y est et puis on reçoit toujours les donneurs. C'est un acte fort que les démobilisés sont en train de faire ce matin. On tient au nom du ministre à leur dire merci pour ça. Jean-Charles Yaya Chaudron, président national du mouvement Opération Vision 2020, exhorte toute la population à adhérer à cette caravane qui sillonnera tout le territoire jusqu'à fin décembre prochain. Des Ivoiriens en bonne santé est la vision du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Prochaine étape, Bouaké. On évoque à présent la coopération économique et le commerce entre les États-Unis et l'Afrique à travers l'AGOA. Fini l'édition 2019 à Abidjan. Le programme s'achève en 2025. Quelles sont donc les perspectives? L'après-AGOA présente quel schéma? Pour nous faire une idée, je vous propose de voir cet extrait du magazine du dimanche, au journal de 13h présenté par Michel Mambo. Elle avait pour invité M. Gérard Amangwa, DGA de l'APECI. Au niveau de la Côte d'Ivoire, je crois que nous avons déjà fait une réflexion dans le cadre de l'élaboration de notre stratégie AGOA jusqu'à 2025. Nous en avons parlé parce que si nous arrivons à exporter de maintenant jusqu'en 2025 et qu'il n'y a plus de dispositions préférentielles, nous sommes déjà outillés, vous comprenez. Et mieux, nous avons une nouvelle donne, c'est que nous avons également la possibilité d'accroître notre valeur ajoutée. Et c'est pour cela que nous sommes optimistes dans la mesure où l'objectif que nous avons fixé peut être un objectif réalisable, mais on peut aller au-delà de cet objectif. Sur la scène politique nationale, il a été élu sous les couleurs du RHDP aux dernières municipales. Le nouveau maire de Biancouma, Maniga Agba Jean-Jacques, a été investi et il compte travailler au rayonnement de sa localité en misant sur la cohésion. Il a pris cet engagement en présence des cadres du RHDP, Almem Abri-Touakeus, Eugène Aka Aoulé et Laurent Tchagba. Le compte rendu est signé F. Bouy. Biancouma, la cité située au pied du mont Bien, a battu le rappel de ses troupes pour la cérémonie de l'installation officielle de celui qui préside pour la seconde fois consécutive aux destinées de la commune. En présence des autorités administratives, d'invités de marque, d'élus locaux, de la chefferie et de toutes les forces vives de Biancouma, Maniga Agba Jean-Jacques, élu sous la bannière du RHDP, est investi par les ministres Albert Touakeus Mabri, Eugène Aka Awele et Laurent Tchagba. Pour son second mandat, le maire entend poursuivre le développement de sa commune avec le RHDP pour le bonheur de ses populations. Biancouma est une région qui respire RHDP, est une région qui marche à la cadence RHDP. Est une région qui s'exprime RHDP. Et Biancouma demeurera RHDP. Le ministre Eugène Aka Awele, parrain de cette cérémonie d'investiture, tout en rassurant son filleul de son soutien, lui a prodigué des conseils pour bien réussir son mandat. En outre, il n'a pas manqué de lui rappeler qu'il a opéré le bon choix avec le RHDP. Monsieur le maire, vous avez bien fait de venir RHDP et là, vous serez encore facilement élu même en 2023. Parce que ce que vous ne pouvez pas faire là, Mabri va vous permettre de faire. Ce que Mabri ne peut pas faire seul, Alassane Ouattara et Amadou Gon Coulibaly vont le faire. Nous, c'est ce que nous faisons pour nous inscrire dans la prospérité. Prenant la parole à son tour, le ministre Albert Touakeus Mabri, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a salué l'ensemble de la population de la grande région du Tonkpi pour sa confiance renouvelée au président Alassane Ouattara. Le Parti ivoirien des volontaires pour le développement s'engage aux côtés du RHDP à promouvoir ses idéaux de paix et de rassemblement. Ses responsables ont exprimé au cours d'une rencontre tenue ici à Abidjan, précisément dans la commune de Cocody. Christ Diomandé, Francois Diosigne, ce reportage. La commune d'Abobo choisie par le Parti ivoirien des volontaires pour le développement.
pour parler de civisme. À travers cette rencontre, le PIVD montre son attachement au civisme et salue le gouvernement ivoirien pour la promotion des valeurs et symboles qu'incarne la République de Côte d'Ivoire. Le PIVD est aussi convaincu de la politique sociale du président de la République, Alassane Ouattara. C'est pourquoi il apporte tout son soutien au RHDP. En 2005, c'était une ONG qui nous regroupait. Mais aujourd'hui, en 2019, nous parlons de parti politique maintenant, qui a déposé ses valises au RHDP. C'est notre façon d'accompagner le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour aboutir à son programme de développement. L'objectif qui nous a poussé à le faire, c'est l'amour du pays. Cette rencontre a permis à la jeunesse d'Abobo d'être informée sur le travail des autorités ivoiriennes et également de s'approprier le civisme pour l'évolution du pays. 2020 approche. L'électorat, c'est nous la jeunesse. Et cet électorat vraiment passe par l'emploi. Cet électorat vraiment passe par le succès. Donc nous comptons sur le président de la République qui est le père de la nation. Nous comptons sur notre maman Kanya Kamara. Le Parti ivoirien des volontaires pour le développement est un parti politique composé essentiellement d'enseignants volontaires. Le volontariat est sa devise. Reportage réalisé pour vous par Chris Diomandé et Eric Goré. Le MDC, le Mouvement pour la démocratie et le changement, fait son entrée sur la scène politique nationale. Le MDC, c'est l'un des derniers nés des partis politiques et ce parti se veut le porte-parole de tous les paysans. Son objectif est clairement affiché, lutter pour leur meilleure prise en charge. Astou Touré. L'arène politique ivoirienne accueille un nouveau membre. L'ex-syndicat des planteurs devient Mouvement pour la démocratie et le changement, MDC. Le MDC entend œuvrer pour une meilleure prise en charge des paysans et les chefs de village du Côte d'Ivoire. Nous sommes là en tant que des porte-parole pour défendre la cause de ces valeureux planteurs qui, autrefois, ont mis leur révolu sur certains partis politiques et ils n'ont rien résolu. Alors donc, aujourd'hui, ils ont décidé que alors ce soit le MDC qui soit le porte-parole. Et on est là pour défendre la cause de ces planteurs-là. Le parti salue les actions menées par le président de la République, Alassane Ouattara, et se dit prêt à l'accompagner afin de garantir une vie heureuse aux paysans. On remercie le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Avec le président ghanéen, ils ont trouvé un accord au niveau du cacao pour que le prix du cacao soit valorisé. Pour mener à bien cette mission, le parti entend compter sur le soutien de tous les paysans et chefs de village du Côte d'Ivoire. Nous changeons maintenant de sujet. Je vous invite à faire des découvertes sur la route des esclaves. Une délégation du ministère de la Culture et de la Francophonie effectue en ce moment une mission de recherche au Brésil. Dans le cadre de ce projet initié par l'UNESCO, la Côte d'Ivoire veut retracer le parcours des esclaves ivoiro-descendants déportés vers les Amériques dès le XVe siècle. Nous partons donc pour Salvador, dans l'état de Bahia, pour documenter cette route qui a pour point de départ notre pays. Serge Colliard depuis le Brésil. Sur les traces de la traite négrière et des Ivoiro-descendants au Brésil, les envoyés du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwakubandama, ont visité Pelourinho, dans le centre historique de Salvador de Bahia, première capitale coloniale du Brésil, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Pelourinho a abrité dès 1558 le premier grand marché d'esclaves sur le continent sud-américain. À Pelourinho se trouve la première église catholique construite par les esclaves pour les esclaves. Pendant l'esclavage au Brésil, les Blancs ne permettaient pas que les Noirs rentraient dans les églises. Et donc les Noirs ont construit ces bâtiments-là pour avoir le droit d'entrer dans une église. Vous pouvez voir que la liturgie ici est spéciale. Il y a beaucoup d'éléments africains, il y a beaucoup de musique africaine. En ce lieu historique, la présence africaine est bien visible, avec notamment la maison du Nigeria et surtout la maison du Bénin, un musée bien fourni qui fait le lien entre le Brésil et l'ancienne république du Dahomey. Toujours à Salvador, dans l'état de Bahia, les équipes de chercheurs se sont rendues au sous-sol de l'église du 3e ordre de Carmo. Beaucoup d'esclaves ont trouvé refuge ici.
Ils ont aidé cette église à faire face à l'envahisseur. En retour, l'église leur a accordé une protection de façon clandestine. Nous constatons que l'église ici, à ce moment-là, a eu un rôle de protecteur des esclaves. Nous sommes en 1624 et cela a duré 1 an. Une autre organisation incontournable à Salvador, c'est la Société protectrice des invalides. Fondée en 1832 par des Africains affranchis, elle a joué un rôle majeur dans le rachat de la liberté des esclaves. Nous avons été félicités par l'UNESCO avec le prix Mémoire du monde. Sur la route de l'esclave au Brésil, la délégation du ministère de la Culture et de la Francophonie a aussi consulté les archives publiques de l'État de Bahia. Des passeports, des registres datant de 1865, des lettres d'affranchissement et bien d'autres sources documentaires en rapport avec l'esclavage y sont disponibles. À Salvador de Bahia, 80% des habitants se déclarent descendants d'esclaves africains. Et c'est toujours bon de savoir, toujours dans l'actualité culturelle. La première manche de Varitoscope a eu lieu vendredi dernier au Palais de la Culture de Treichville d'Abidjan. 4 groupes étaient en compétition. Le Dala Group de Bon a raflé la première place et se qualifie pour la finale. La deuxième manche est prévue pour vendredi prochain au Palais de la Culture à partir de 16h. Désiré Kofi, Issa Chonayeo. Top départ de l'émission Varitoscope au Palais de la Culture de Treichville, 10 ans après son interruption. Pour ce retour, l'équipe du NG10, pilotée par Barthélemy Nabo, a mis tout en œuvre pour égayer les téléspectateurs. En régie, l'attention est de mise. Après, tu bouges pas, à l'antenne. Ok. Je pense que la RTI a tenu sa promesse. Quand on voit tout ce public-là, au nom du directeur général qui a eu l'idée de faire associer Varitoscope à nos émissions de vacances, nous sommes dans notre triptyque, éduquer, informer et divertir. Sur scène, la concurrence est rude. Les 4 groupes en compétition rivalisent d'ardeur et de génie pour séduire les jurys lors de leurs 3 prestations. Des prestations qui ne laissent pas indifférents les inconditionnels de l'émission. Surtout ma mère, elle me racontait au moment où j'étais encore petite et puis ça fait plaisir d'être jeune et puis de regarder cela, ça fait vraiment plaisir. Depuis près de 10 ans, nous sommes là en train de travailler et Varitoscope revient pour renforcer encore des actions que nous avons posées pour maintenir la flamme de la culture en Côte d'Ivoire. Cette première manche a été remportée par Dala Group de Bon, qualifié directement pour la finale. Et si vous avez raté la première manche, pas grave. Rendez-vous donc pour la deuxième manche du Varitoscope qui aura lieu le vendredi 23 août prochain, toujours au Palais de la Culture de Treichville. Et notez 7h, c'est à partir de 16h. Une page triste, malheureusement, dans ce 20h, la Côte d'Ivoire vient de perdre l'un de ses fils. Ce dimanche 16 août, Éloi Oulaï, ancien directeur de Radio Côte d'Ivoire, est décédé des suites d'une maladie. Journaliste sportif, il a été également directeur général adjoint de la RTI. Ahmed Traoré, Issa Chonayeo. Une scène de tristesse. Des membres de sa famille en pleurent. Éloi Oulaï, anciennement journaliste, puis directeur à Radio Côte d'Ivoire, a tiré sa révérence suite à un mal qu'il traînait depuis un moment. Il a eu une maladie cardiaque qu'il soignait vraiment. Il n'a pas survécu à ce mal-là. Éloi Oulaï venait de fêter ses 70 ans et est décédé ce dimanche 16 août à 0h, passé de quelques minutes. Il laisse inconsolable une veuve et 3 enfants. C'est environ de 1h. Minuit, nous sommes allés chercher les résultats. Quand nous sommes arrivés, il était déjà trop tard. Je suis vraiment attristé parce que ces derniers moments, j'étais avec lui. Hier, on était ensemble. C'est dans mes mains qu'il est décédé pratiquement. Sa famille entend s'accorder pour communiquer la date de ses obsèques.
Voilà, adieu donc à Éloi Oulaï, ancien directeur de Radio Côte d'Ivoire qui a tiré sa révérence ce dimanche 18 août. Les pèlerins de Côte d'Ivoire ont célébré le 15 août dernier l'Assomption dans la ferveur. Ils ont surtout raffermi leur foi et marché sur les pas de Bernadette, à qui est le sanctuaire de Lourdes en France dédié cette année 2019. Bernadette est considérée comme la pauvre du monde. Et pour ce pèlerinage 2019, le thème « Heureux, vous les pauvres » est une invitation à lui ressembler pour demeurer fils de Dieu. Fini le Hajj 2019, les premiers pèlerins ivoiriens du contingent étatique qui ont accompli le Hajj en Arabie Saoudite ont regagné Abidjan aujourd'hui. 500 personnes étaient à bord de ce premier vol et selon le commissariat du Hajj, un vol retour est prévu quotidiennement à compter d'aujourd'hui jusqu'au 28 août prochain. Kone Pagassoro. Après un mois passé en terre sainte d'Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam, le Hajj, les 500 premiers pèlerins ivoiriens du contingent étatique sont de retour. Ils se disent heureux d'avoir accompli avec quiétude leur devoir sacré, mais surtout se réjouissent d'avoir prié pour la paix, la cohésion et le développement de la Côte d'Ivoire, non sans témoigner toute leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Grâce à lui, quand nous sommes arrivés là-bas, on était bien traités, vraiment, c'était agréable, on était bien logés. Même les pays voisins qui étaient à côté de nous, ils nous enviaient en fait. On a accompli le Hajj grâce au Tout-Puissant, vraiment. Ça s'est très bien passé. Nous remercions le président Alassane Ouattara. On nous demandait de prier pour le pays. On a prié pour la Côte d'Ivoire, on a prié pour notre président, on a prié pour le gouvernement. Nous savons qu'en 2020, il y aura les élections en Côte d'Ivoire. Nous avons prié pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Les pèlerins ont reçu les félicitations et les encouragements des responsables du commissariat du Hajj, des autorités religieuses et politiques. Lorsque on va en pèlerinage, on va prier pour soi-même, pour sa famille, pour le pays tout entier. Et nous sommes certains qu'ils ont formulé des prières, des bénédictions pour le pays. Que Dieu accepte ces prières-là. Au total, 9000 pèlerins, dont 6000 du contingent étatique et 3000 du privé, ont effectué ce voyage en terre sainte d'Arabie Saoudite. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Ahmed Traoré et Sidonie Davila. L'aéroport de Hong Kong a annoncé l'annulation pour lundi de tous les vols au départ et à l'arrivée, en raison de l'ampleur d'une manifestation dans son principal terminal. C'est une décision importante pour cet aéroport, reconnu au plan international pour son efficacité et qui était, en 2018, le 8e aéroport le plus fréquenté au monde avec 74 millions de passagers. Le Kremlin, confronté depuis un mois au plus fort mouvement de contestation du pouvoir en Russie de ces dernières années, a réfuté mardi toute crise politique et défendu la fermeté de la police accusée de violence sur les manifestants. Amnesty International dénonce un recours à la force et appelle à la libération immédiate des protestataires pacifiques. 26 candidatures ont été validées sur les 97 présentées à la présidentielle tunisienne, anticipée du 15 septembre prochain. Annonce faite mercredi par l'instance chargée des élections, au terme d'un examen préliminaire des dossiers. Selon cette même instance, les candidatures qui n'ont pas été retenues ont jusqu'au 31 août prochain pour déposer un recours. Il y a 75 ans, les forces alliées débarquaient en province, en l'honneur des 450 000 soldats qui participèrent au débarquement allié en province en 1944. Une cérémonie commémorative a eu lieu jeudi à Saint-Raphaël dans le sud de la France. Le président français Emmanuel Macron, avec les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et guinéen Alpha Condé, participaient à cette initiative qui vise à rendre hommage aux soldats africains qui ont participé à la libération de la France. La Corée du Nord a tiré vendredi 2 projectiles non identifiés en mer.
Il s'agit du 6e essai effectué par Pyongyang depuis le 25 juillet. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré début août que ces tirs constituaient un avertissement solennel adressé à la Corée du Sud et aux États-Unis en raison des manœuvres militaires conjointes menées par ces deux pays. Samedi, les militaires au pouvoir et les meneurs de la contestation au Soudan ont signé un accord historique ouvrant la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Un accord final qui encadre une transition d'un peu plus de 3 ans et qui devra déboucher sur des élections. Les différents organes de transition devraient être mis en place dans les prochains jours. L'État islamique a revendiqué ce dimanche l'attentat qui a fait au moins 63 morts et 182 blessés lors d'un mariage à Kaboul. Le bilan continue de s'alourdir. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier perpétré en Afghanistan depuis le début de l'année. Et ainsi va le monde. Fin de ce 20h supervisé par Jean-Jacques Kwame. Merci à toute l'équipe technique et à l'équipe de réalisation. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. À 23h, l'actualité revient à 23h avec Kolo Koulibaly.